I killed my mother-in-law? Is that what you're telling me? I did not murder my mother-in-law. You were born in paradise and you're going to die in hell. Have a seat. Ma'am, have a seat. Everybody remain seated. Don't. Aujourd'hui, l'histoire se déroule dans la vallée d'Hudson de l'État de New York. Connue pour son fleuve d'Hudson, considéré comme l'un des plus beaux fleuves de New York, la vallée d'Hudson se caractérise par le charme de ses villages riverains et de ses fermes verdoyantes. Et c'est la première région américaine à avoir produit du vin. Elle abrite 85 000 personnes. Parmi ses habitants, il y a Peggy Nadel. En 2014, elle était âgée de 80 ans. Elle a été mariée à Rob Nadel, décédé depuis. Elle avait 2 enfants, James et Suzanne, surnommés Suzy. Peggy est née en 1933. Elle est originaire de Brooklyn et c'est d'ailleurs là qu'elle rencontrera celui qui sera son futur mari, Rob, connu pour être un homme charmant et chaleureux. Après son mariage et la naissance de ses enfants, elle en a eu assez d'être mère au foyer. Peggy décide alors de reprendre ses études dans les années 60 et a fini par obtenir son poste dans l'entreprise Xerox. C'est une entreprise spécialisée dans les imprimantes et photocopieurs. Peggy était d'ailleurs l'une des rares femmes au bureau à cette époque. Elle n'a jamais baissé les bras et s'est rapidement hissée au sommet. En parallèle, ses enfants, James et Suzy, se sont mariés. Suzy a épousé un certain Bobby et James a épousé une femme nommée Diana Martinez. Quelque temps après le décès de son époux et sa retraite, Peggy commence à parcourir le monde. Connue pour ses positions politiques, elle était militante et était fort impliquée dans sa communauté juive. Elle a passé beaucoup de temps avec Suzy et son mari Bobby et ses petits-enfants. James, Diana et leurs enfants, quant à eux, vivaient en Floride et n'étaient pas aussi proches que la relation qu'avaient Suzy et sa mère Peggy qui se parlaient tous les jours. C'est d'ailleurs pour cela que Suzy s'est tout de suite inquiétée lorsqu'elle n'a pas pu joindre sa mère de la journée. Nous sommes le 25 janvier 2014. La neige était froide et neigeuse. Suzy contacte sa belle-sœur Diana pour avoir des nouvelles de sa mère. Elles étaient proches à leur manière. Peggy, la mère, adorait tous ses petits-enfants et les soutenait financièrement comme elle pouvait. Diana répond à Suzy qu'elle avait appelé Peggy vers 7h30 mais qu'elle ne lui avait pas répondu non plus. Suzy, après avoir tenté de joindre de nouveau sa mère sur son mobile et sur le fixe de sa maison, décide alors de prendre sa voiture et de conduire jusqu'à son domicile. Une fois sur place, Suzy se gare et sort de sa voiture puis s'approche de la maison. Elle remarque que la voiture de sa mère est bien garée dans l'allée. Elle a alors commencé à craindre que quelque chose de mauvais se soit passé car sa mère n'était plus toute jeune. En entrant dans la maison, elle retrouve sa mère Peggy en bas des escaliers, effondrée et en sang avec un couteau apparent au niveau de sa poitrine. En voyant la scène, Suzy a pensé que sa mère avait fait une mauvaise chute et qu'elle était tombée sur le couteau, puis qu'elle s'était cognée la tête. En état de choc, Suzy a eu le réflexe de retirer le couteau. Elle remarque alors que le corps de sa mère était déjà froid. Elle contacte immédiatement le 911. I need an ambulance right away. Ma'am, calm down. What's going on there? I think my mother fell down the stairs and with a knife in her hand and stabbed herself. Elle a donc donné sa version des faits aux agents et elle a dit que sa mère a dû trébucher sur le chat et qu'elle s'est poignardée par accident et qu'elle est ensuite tombée dans les escaliers. Les agents qui avaient pour habitude d'intervenir sur ce genre de crime remarquent tout de suite que Peggy n'était pas tombée, elle avait été battue, étranglée et poignardée à mort. Le drame aurait commencé au niveau de la chambre jusqu'au palier pour finir en bas des escaliers. Des chaises avaient été retirées de la table comme si 2 personnes s'étaient assises pour boire le thé. Il manquait le sac à main, les bijoux et l'ordinateur de Peggy. Cela ressemblait plus à un cambriolage mis en scène. Car si 2 personnes s'étaient assises pour prendre le thé, c'est que Peggy connaissait forcément l'un de ses agresseurs. Il n'y avait pas eu d'entrée par effraction, mais tout était fait pour que les policiers le croient. Les choses étaient parfaitement placées. À l'extérieur, dans la neige, il n'y avait aucune trace de pas autre que les agents qui ont été requis dans cette affaire. La porte avait été ouverte de l'intérieur, la clé était d'ailleurs toujours dans la porte. Le maire dira que Peggy avait un réel attachement pour la ville, qu'elle se souciait profondément de la communauté et que sa mort était juste choquante pour eux tous, que c'était la femme la plus merveilleuse qu'il ait connue et qu'il adressait ses condoléances à sa famille. Un voisin dira également que c'était une dame vraiment sympathique. We spoke just a second ago with Sergeant Glenn Cummins, and this is what he has to say. The investigation is still in its nascency. All we can release at this point is that we're investigating a suspicious death of an 81-year-old female, Peggy Nadel, and she lives at 644
Andover Road and Valley Cottage. Again, the investigation is still in its infancy, so that's all the information that we can release at this point. Suzy a dit à la police que des paysagistes et jardiniers étaient intervenus chez sa mère et qu'il fallait enquêter en ce sens. Les preuves laissées sur place étaient presque inexistantes. Peggy était riche. Elle avait laissé près de 4 millions de dollars derrière elle, un mobile suffisant pour causer sa mort. La police a ensuite poursuivi son enquête et a découvert que quelques heures avant que Peggy ne soit découverte, vers 1h du matin, elle avait reçu un appel sur son téléphone fixe. Un appel suspect pour une femme de 81 ans au vu de l'heure tardive. Le même soir, la nuit du drame, l'alarme de sécurité de Peggy s'était déclenchée subitement et la société de surveillance a donc contacté Peggy pour s'assurer qu'elle allait bien. Hello, this is the monitoring center with Bullet Security. This is Peggy Nadell. The code word is Max. I'm sorry. That's okay, ma'am. Everything's fine. I'm glad everything's okay. We'll disregard for you. Have a good night. On apprendra par la suite qu'elle a donc reçu un appel et qu'elle a ouvert la porte et qu'elle connaissait forcément son agresseur. Ils se sont ensuite assis, ont commencé à converser, puis elle s'est rendue dans la chambre à coucher. La police a des doutes raisonnables concernant sa fille Suzy, mais ce n'était pas la seule personne à bénéficier de la mort de Peggy Nadell. Qu'en est-il de James Nadell, le fils, et son épouse Gianna ? Les policiers ont tracé leur téléphone et celui de James a bien borné en Floride près de Miami, tandis que le téléphone de son épouse Gianna a borné à Washington DC. L'activité de Gianna semblait tout de même étrange. Elle a appelé très souvent ce jour-là et beaucoup de numéros de téléphone qu'elle n'avait jamais appelés auparavant. Elle dit s'être rendue à Washington pour un mariage. Les policiers restaient dubitatifs quant à son activité durant les jours qui ont précédé le drame et les numéros appelés qui n'appartenaient à aucune personne présente au mariage ou appartenaient à un membre de la famille de la mariée. Un numéro que Gianna appelait souvent était un téléphone prépayé. Téléphone très utilisé par les trafiquants de drogue et ceux qui comploteraient pour commettre un meurtre. Ce même téléphone a été utilisé pour appeler Peggy le soir du drame. La police s'est donc concentrée sur cette piste, a pu remonter jusqu'à l'endroit où a été acheté le téléphone et la date à laquelle il a été acheté. Le téléphone a été acheté en Floride, près de la maison de Gianna. Sur la vidéo, on ne voit pas Gianna, mais une autre femme nommée Karen Ham Samuel, une personne qui appelait régulièrement Gianna. Elle l'a donc acheté, mais ce n'est pas elle qui l'a activé tout de suite, c'est une autre femme qui l'a fait, une certaine Andrea Benson. Andrea Benson était également une autre femme qui appelait régulièrement Gianna. Qu'a donc fait Gianna lorsqu'elle se trouvait sur Washington ? Elle a passé des appels téléphoniques suspects, elle est également liée au téléphone prépayé qui a appelé Peggy la nuit du meurtre. Elle avait un mobile, en tant que belle-fille, elle était également bénéficiaire de la succession. Sur la vidéo de surveillance de l'aéroport de Washington DC, on voit Gianna rencontrer Andrea Benson. Le téléphone d'Andrea va ensuite borner jusqu'à la vallée de Hudson, alors que le téléphone de Gianna est resté à Washington. Pour s'assurer de son alibi, la police appelle donc l'ami de Gianna qui confirme bien qu'elle était présente le jour du drame avec elle. Now was it 9 at night to 6 and right, exactly. Which one? 9 at night. Did Diana stay overnight with you? Yes, she was with me 9 o'clock and she then leaves me until 6. Karen Samuel, qui a acheté le téléphone, sera interrogée par la police. Elle avouera que Gianna l'avait appelée pour lui dire qu'elle était bien arrivée ce soir-là dans la maison de sa belle-mère. La police est alors partie arrêter Gianna pour l'interroger. En mai 2014, Gianna et Andrea sont toutes arrêtées et accusées de meurtre au premier et au second degré. La police en charge de l'enquête a pris la parole pour dire que l'enquête sur le meurtre de Peggy Nadell était en cours et que pour ne pas compromettre l'enquête criminelle, ils ne pouvaient rien divulguer mais qu'ils confirmaient que 2 personnes avaient été arrêtées le mardi 20 mai 2014 concernant l'homicide de Peggy Nadell, notamment Andrea Benson, 25 ans, et Gianna Martinez. Gianna aurait payé Andrea. Elle s'était déjà vue auparavant et avait été présentée par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle lui avait dit qu'elle allait recevoir 2 millions de dollars et qu'elle lui donnerait 100 000 $ si elle l'aidait à se débarrasser de sa belle-mère. Elles ont ensuite conduit toutes les deux de Washington DC à Clarkson, à New York. En route, elles ont activé le fameux prépayé pour appeler Peggy au milieu de la nuit, puis se sont présentées à sa porte. La police pense que Peggy a eu un mauvais pressentiment durant la soirée et qu'elle s'est rendue dans sa chambre pour pouvoir échapper à ses bourreaux, sauf qu'ils ne lui ont laissé aucune chance.
Tanisha, qui avait été contactée par la police et qui avait confirmé l'alibi de Gianna en disant qu'elle était bien avec elle la nuit du drame, a été arrêtée également et condamnée pour avoir apporté une aide. Pareillement pour Karen Samuel qui avait acheté le téléphone. James, l'époux de la meurtrière et fils de la victime, ne semblait pas au courant de ce que complotait son épouse. Andrea Benson a plaidé coupable et a été condamnée de 20 ans à perpétuité. Gianna a plaidé non coupable dans un premier temps. En prison, elle a même tenté de faire assassiner Karen, qui avait dit qu'elle l'avait envoyée acheter le téléphone prépayé et qui avait confirmé avoir reçu un appel de Gianna lui disant qu'elle était bien chez sa belle-mère le jour du drame. Elle a finalement plaidé coupable et a pris de 23 ans à perpétuité. Suzy, la fille de la victime, a pris la parole en disant à Diana « Tu es née au paradis et tu mourras en enfer. Tu as eu l'audace de revenir à New York faire semblant de pleurer après avoir brutalement étranglé et poignardé à mort ma mère. » James a été expulsé du procès après avoir copieusement insulté son ancienne épouse. Have a seat. Ma'am, have a seat. Everybody remain seated. Don't worry about the glasses. Everybody stay seated.